Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Journalisme en campagne électorale à l'ère numérique. Ici Alain Saunier, professeur en journalisme à l'Université de Montréal. Avec nos invités, nous revenons sur la campagne électorale et le travail des journalistes au cours de cette campagne. La conclusion a été, on le sait, l'élection de Justin Trudeau et d'un gouvernement libéral majoritaire. Alors, que sont devenues les campagnes électorales en cette ère numérique? On en discute ce soir avec la journaliste de Radio-Canada, Tamara Alteresco. Bonsoir. Bonsoir. Qui a suivi les chefs de parti à pied, en avion, en autobus, un peu de toutes les manières. Oui, au cours des 4 dernières semaines de cette longue campagne électorale. Alors, bienvenue. On reçoit également Paul Journet, fin observateur de la scène politique et éditorialiste à la presse. Alors, bienvenue. Bonsoir. Et enfin, Luce Julien, professeur au DESS, plus précisément pour le cours Journalisme à l'ère numérique. Luce Julien a aussi été longtemps à Radio-Canada, notamment comme directrice du réseau de l'information, RDI. Et enfin, première directrice des nouvelles plateformes et de l'information numérique. Bonsoir. Alors, bienvenue à vous aussi. Et je m'adresse d'abord à vous, Tamara, puisque vous avez justement suivi sur le terrain cette campagne-là, avec les chefs notamment. Qu'est-ce que vous avez constaté et remarqué de particulier ou de nouveau dans cette campagne-ci, parce que vous en avez suivi d'autres précédemment? On est de plus en plus occupés. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent. C'en est étourdissant. Mais je pense que c'est la différence qu'on voit d'année en année. Depuis l'avenue des petits BlackBerry, on commençait à recevoir de l'information d'un avion à un autre pour savoir ce qui se passait d'une campagne à une autre, peu importe le chef qu'on suivait, à un monde où on est bombardé d'informations. Et là, si on suit vraiment à l'ère numérique, là, dès qu'une annonce est faite, une vérification de fait est faite, une réaction, du spin, comme on dit, c'est difficile de se concentrer sur le message, c'est difficile de se concentrer sur le travail, alors qu'on est bombardé sans cesse d'informations. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est le travail de terrain. Et ça, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est des bonnes vieilles campagnes électorales, comme on aime les couvrir en tant que journaliste, pour voir comment les chefs sont accueillis, pour pouvoir avoir l'occasion de poser des questions, ce qui est extrêmement important en campagne électorale aussi. Mais j'imagine effectivement que les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux et tout ça, viennent un peu bousculer votre travail. Et l'aider. Il faut voir le côté positif aussi. Il y a beaucoup de... Je disais que c'était lourd parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, c'est difficile d'identifier, surtout quand c'est notre rôle de le faire comme journaliste, quelle information est la bonne, quelle information est vérifiée. Ça demande beaucoup de prudence, mais ce sont des outils extraordinaires qu'on n'avait pas il y a 10 ans quand j'ai commencé à couvrir des campagnes électorales. Paul Journet, vous observez ça peut-être de façon un peu plus, avec un peu plus de distance? J'ai eu une distance respectueuse cette campagne-ci par rapport aux 3 précédentes, les 2 dernières provinciales et la dernière fédérale, où là, j'étais sur le terrain à temps plein dans les caravanes des partis. Mais dans vos observations, qu'est-ce que vous avez remarqué de différent ce coup-ci comparativement à d'autres? Bien, il y a plusieurs choses à dire, mais une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait moins de journalistes qui étaient dans les caravanes à temps plein. Ça, je pense que c'est la grande différence. Il y a quelques raisons pour ça. Premièrement, les difficultés financières des médias. Aussi, ça coûtait plus cher, puisque c'est une campagne fédérale, donc il y a plus d'avions, et elle était longue. Certains la qualifieraient d'interminable. C'était presque 80 jours. Et donc, on a moins d'argent, ça coûte plus cher, et l'investissement devient moins rentable à cause d'une tendance qui a été amorcée par Stephen Harper, qui répond de moins en moins aux questions, aussi qui ne répond pas aux sous-questions. Je pense que Tamara pourrait en témoigner. Donc, il y a eu cette réflexion-là qui existait déjà chez nous et chez d'autres médias depuis quelques années, parce qu'on remarque que ça coûte cher. Et là, à cette campagne-ci, on a décidé de ne pas envoyer un journaliste à temps plein, même s'il y avait des allers-retours. Et il y a des avantages et des gros inconvénients. Peut-être qu'on pourra parler de ça avec plus de détails tantôt, mais le principal inconvénient, c'est que même si le premier ministre ou les autres chefs de parti ne répondent pas aux questions, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour poser ces questions-là. On a besoin d'un journaliste, idéalement d'un journaliste aguerri,
spécialisés dans ces questions-là, qui soient là sur le terrain à chaque jour pour poser les questions difficiles. Puis s'il n'y a pas de réponse, bien, c'est un élément d'information en soi. Tout à fait. Là, Julien, vous avez été, à une certaine époque, patronne de RDI, donc les campagnes électorales à l'époque du réseau de l'information où on faisait des conférences de presse quotidiennes des chefs de parti et tout ça. Et vous avez connu aussi, par la suite, celles qu'on vient de voir et les autres qui ont précédé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, comme disait Paul, c'est le fait qu'effectivement, la campagne la plus longue et les médias ont de moins en moins d'argent. Et ça, ce n'est pas rien. Et je suis d'accord avec Paul et Tamara. Moi, je pense que c'est fondamental qu'il y ait des journalistes dans les caravanes, ce qui n'a pas été le cas pour tous les médias pour des raisons strictement financières. Par ailleurs, dans le cas des médias électroniques, par contre, il y avait le pool des médias. Donc, les médias électroniques avaient accès quand même, évidemment, avec les caméramans et tout ça, aux extraits, à la nouvelle. Mais reste que ça, c'est un changement quand même qui a été majeur. C'est la première fois, à ma connaissance, que Radio-Canada, notamment, n'a pas un reporter durant toute la durée de la campagne. Par contre, moi, je dirais, j'ai trouvé que cette campagne-là, il y avait beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, beaucoup de profondeur. Les gens vont être étonnés, mais pour ceux qui souhaitaient puis qui voulaient chercher de l'information en profondeur, il y en avait en profusion dans tous les médias, électroniques comme les médias écrits. Quand je dis beaucoup de contenu, je dis que moi, j'ai trouvé ça fascinant, les débats, notamment tous les débats, de voir la couverture numérique de tous les médias. Quand tu vois Maclean's, un hebdomadaire, faire une couverture en direct du débat, si tu veux pas l'écouter, le débat, mais tu suis la couverture en direct, et tous les médias à peu près l'ont fait, même chose pour le Globe and Mail, et ça, pour moi, ça, c'est nouveau. Ça, on n'avait pas vu ça avant. À Radio-Canada, on a fait ça souvent, des couvertures en direct de débats sur le numérique, mais on voyait pas ça de certains quotidiens. Le Calgary Herald, par exemple, a fait une couverture, un live blog pendant un débat. Alors, pour moi, c'est une forme de démocratisation, dans le fond, de l'information. Et c'est un changement qui est assez important de ce point de vue-là. Tamara, oui. Mais les gens ont le choix. Il n'y a aucune excuse de ne pas être informé, à moins de ne pas vouloir être informé. Et ça, c'est profond. C'est vrai qu'il y avait une profondeur dans la couverture. Et moi, je peux ajouter, moi, je travaille pour Radio-Canada. On n'a pas été là pour quelques semaines, pour des raisons évidentes de financement, à bord des caravanes. Mais je suis très fière de la couverture qu'on a réussi à faire parce que, au-delà des caravanes, et de cette absence qu'on a vue de certains médias tout au long de la campagne, c'est un travail d'équipe. Il y a une couverture, on a un bureau électoral, il y a une équipe sur le terrain qui fait ce qu'on appelle des features dans le métier, mais faire parler les gens, exploiter ou illustrer certains enjeux ou certaines questions qui sont devenues des enjeux électoraux. Je pense à la question des réfugiés. Les caravanes sont un complément au terrain. Le terrain est un complément à la caravane. Et il y a un chef de bureau qui est à Ottawa, qui est là en permanence, à qui on peut parler. C'est pas juste couvrir les caravanes, c'est un ensemble. Il se passe quelque chose au pays. On a des chefs en campagne électorale. Ça bouge un peu partout. Il ne faut pas juste penser que c'est les caravanes qui sont au cœur de la couverture. Oui, mais par contre, on reproche parfois, parce qu'on suit les caravanes, parce qu'on suit les chefs, d'accorder trop d'importance à ce que les chefs font. Qu'aux programmes politiques, aux à-côté ou aux candidats dans les régions, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, d'une certaine manière, de se laisser embarquer, enfermer à l'intérieur de ça? Bien, en théorie, le danger existe, mais moi, je me souviens de la précédente campagne électorale où, en fait, c'était le contraire qu'on observait. Les gens qui étaient dans les caravanes, dont moi, on se réveillait le matin, on regardait dans le journal, puis on trouvait qu'il y avait très peu de place pour nous, puis il y avait beaucoup de place pour l'analyse et le commentaire. Donc, le dosage est important, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'écueils pour les journalistes qui sont dans les caravanes, mais ces écueils-là peuvent être évités si on a une bonne couverture d'ensemble. C'est-à-dire que quand tu es dans une caravane, tu es prisonnier de l'horaire du parti. Tu es amené d'un endroit à l'autre avec peu de temps pour écrire ton texte. Des fois, tu n'as pas de connexion Internet, tu es dans l'avion, dans l'autobus et tout. Donc, c'est des textes qui sont très, très axés sur les positions des partis. C'est pas un problème dans la mesure où il y a quelqu'un au bureau général qui fait les vérifications factuelles, l'analyse des plateformes des partis, qui va plus loin. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un travail d'équipe. Pour faire la synthèse de ça, là, je trouve qu'il y a eu
beaucoup d'informations de qualité dans la dernière campagne électorale. Il y a eu beaucoup de niaiseries aussi, de distractions de ce qu'on appelle les sideshows dans le métier. Et les lecteurs qui voulaient, ou les téléspectateurs qui voulaient être informés, pouvaient l'être, mais il y avait aussi beaucoup d'informations facultatives dans le décor. On a vu aussi des situations un peu nouvelles, des programmes politiques lancés sur Facebook. Et ça, c'est nouveau aussi comme phénomène. On n'avait pas vu ça auparavant. Bien, moi, honnêtement, je me serais attendue à plus d'innovation en termes de stratégie numérique de la part des partis. Franchement, je trouve pas qu'ils ont innové tant que ça. Oui, la campagne, les médias l'ont couvert beaucoup d'un point de vue numérique, mais si on regarde là d'un point de vue de plus de stratégie, puis je suis curieuse d'entendre Tamara là-dessus, outre Elisabeth May, qui a été brillante lors du débat sur la politique étrangère parce qu'elle n'était pas invitée et elle s'était invitée via Twitter dans le sens où elle répondait, même elle faisait de la vérification de faits, elle répondait aux questions et elle envoyait une vidéo sur Twitter et elle a été retweetée, je sais pas combien de fois. Elle s'est donnée une participation virtuelle à ces débats-là alors qu'on lui avait pas donné de tribune officielle. Et dans ce sens-là, elle a été assez c'est un flash inouï qu'elle a eu. Ça, je trouve que c'était quasiment la meilleure stratégie d'un point de vue d'innovation numérique. Pour le reste, ils ont fait... bien sûr, ils s'adressent directement parce que les réseaux sociaux, c'est l'arme pour contourner les journalistes. Donc, ils s'adressent sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais même là, je les ai pas trouvés très inventifs, imaginatifs. Ils font de la promotion. Ils s'engagent peu avec les citoyens. Ils roulent la cassette. Oui, Paul, là-dessus? Bien, l'innovation, elle découle de la nécessité, puis est nécessaire pour les gens qui n'ont pas de moyens ou qui n'ont pas de visibilité médiatique, comme le Parti vert au fédéral ou comme Québec solidaire au provincial. Mais moi, je distinguerais entre deux choses. L'innovation d'un point de vue stratégique pour les partis, puis l'innovation qui sert le débat public. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui innovent en utilisant davantage les médias sociaux, mais ils le font parfois pour contourner les journalistes. Puis je ne veux pas avoir un réflexe trop corporatiste, là, mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment lieu d'être préoccupé. Il y a plusieurs politiciens, je ne veux pas ramener ça sur la scène provinciale, mais par exemple, dans les derniers mois, ce qu'on fait souvent, on va sur le compte Facebook de Pierre-Carl Péladeau pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis si une personne en parle, d'intermédiaire. C'est ça. Puis là, il y a le dilemme pour la profession. À partir du moment où une personne couvre ce qui est dit par les réseaux sociaux, même si ça nous contourne, bien, si une personne le sort, les autres sont obligés d'en parler. Ils ne veulent pas avoir l'air d'avoir échappé la nouvelle. Puis ça, c'est un gros questionnement pour la profession. Vous le sentez, ça, Tamara, ce genre de sentiment d'être un peu comme mis de côté dans la stratégie? Que ça peut brimer ou ça peut donner l'impression qu'on brime ou qu'il y a un manque de respect envers la profession journalistique. Mais il y a eu des innovations qui ont été faites. Pas beaucoup, mais ça dépend aussi des partis. Le Parti libéral, qui ciblait des gens beaucoup plus jeunes, un électorat beaucoup plus jeune, avec des politiques... beaucoup plus axés aussi sur les jeunes, sur les jeunes familles, se sont servis de ces plateformes-là sans insulter les journalistes. M. Trudeau a lancé son programme pour la dette étudiante via Facebook. Oui. En termes de stratégie, il n'y a pas plus intelligent que ça. Qui est sur Facebook? Il s'adressait à sa clientèle. Il s'adressait à sa clientèle. Moi, est-ce que le soir au téléjournal, ces jeunes-là, étudiants, vont écouter la lecture que moi je fais de cette initiative-là? Il s'adresse à son électorat directement. C'est sûr. Et il y a eu beaucoup d'impact. Au fond, moi, ce que je veux dire, c'est la base. Est-ce que, par exemple, ils ont fait une tribune virtuelle, répondre avec aux jeunes pendant 2 heures, 3 heures? Obama a fait des trucs comme ça, par exemple. Est-ce que c'est en ce sens-là que je m'attendais, de la part des partis, à une stratégie un peu plus ciblée, un peu plus nichée, puis un peu plus créative de ce point de vue-là? Il y a eu des visites chez Vice. Il y a eu des... Mais rien de... Mais par contre, je regardais des chiffres. On disait que dans le cas des adeptes, les followers, comme on dit en anglais, du côté de M. Harper et Trudeau, on parlait de 920 000 pour M. Harper, 829 000 pour M. Trudeau, Mulcair, 200 000. Alors, est-ce qu'il y avait une stratégie qui était peut-être déficiente du côté de M. Mulcair, de ce point de vue-là? Moi, je pense que oui, parce que Trudeau a tout mis pour, d'ailleurs, ça. Il calculait le nombre de tweets qu'il faisait pour essayer de rattraper
Harper, notamment en termes de nombre d'abonnés. Moi, j'ai regardé aujourd'hui, je pense que c'est 945. Il y a encore un écart. Le premier ministre Harper est encore plus haut, mais 20 000 à peu près. Ça va se corriger. Mais c'est sûr. Écoutez, si vous permettez, on a demandé à quelques personnes qui ont voté comment elles s'informent. Alors, si vous voulez bien, on va écouter leur témoignage. Ma page Facebook, je pense que mes amis sont beaucoup politisés, donc ils partagent beaucoup d'informations, puis à date, c'est pas mal représentatif. Même chose, avec les réseaux sociaux, on a une diversité quand même de sources qui peuvent apparaître puis qu'on peut consulter, mais je vais aussi consulter plusieurs sites Internet qui me permettent d'aller voir, ce qui se dit. Ouais. Moi, je consulte aussi Twitter parce que je peux regarder les infos rapidement, puis c'est des infos qui me correspondent plus, et Facebook. Ça a été l'Internet. Je regarde tout le temps les informations qu'il y a sur Internet. Je dirais les réseaux sociaux, définitivement, surtout Facebook. C'est là que je vois le plus d'articles qui circulent, que je me forge un peu comme une opinion par rapport à ça. Puis aussi, il y a beaucoup de statuts. Là. En tout cas, je sais pas si c'est parce que j'ai des gens qui trippent politique dans mon Facebook, mais c'est ça. Je dirais que c'est ma source principale. Ma source première d'information, c'est probablement la télévision, les nouvelles, et deuxième source, c'est le Journal de Montréal. La presse et la radio. Alors, il y en a pour un peu tout le monde, comme vous voyez, mais est-ce que ça vous surprend quand même l'importance qu'on semble vouloir accorder à Facebook, à Twitter, dans les témoignages qu'on vient d'entendre de Paul? Bien, on le lit souvent, mais des fois, tu sais, quand on est derrière notre ordinateur puis on travaille, ou quand on est sur le terrain, on l'oublie. Mais moi, c'est un bel aide-mémoire. Je vais mettre mes textes sur Facebook. Je n'ai pas le réflexe, mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont là-bas parce que peut-être qu'il y a un lien à faire avec la prolifération des sources d'information. Facebook sert à plusieurs choses, mais une de ces choses-là, c'est d'être une espèce d'agrégateur personnalisé d'informations. Puis souvent, on va avoir plus d'intérêt à lire un texte s'il a été recommandé par des amis, encore plus s'il fait l'objet d'un débat. Mais c'est assez évident de voir que les jeunes étaient beaucoup plus... il était beaucoup plus sur Internet selon ce Vox Pop-là. La durée de vie d'un reportage est allongée. Il fut une époque où ça passait aux nouvelles, c'était fini. Et c'était terminé. On recommence le lendemain. Et là, il y a une durée de vie plus importante dans les 24 heures qui suivent la diffusion où on doit, et c'est vrai, moi aussi... On n'a pas le réflexe de retweeter nos propres reportages. On voit peut-être trop ça comme de l'autopromotion. Exactement. Moi, j'ai une petite gêne, mais... Moi aussi. Ouais. Mais ça circule. Et d'entendre ces jeunes-là le dire, c'est un rappel constant. Mais la stratégie des médias, c'est justement d'atteindre tous les publics. Et donc, Radio-Canada notamment, CBC le fait, de plus en plus de médias... je sais que via la Presse Plus, vous me corrigerez, je pense qu'on ne peut pas partager, mais quand les jeunes disent Facebook, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est ça peut être du contenu de Radio-Canada, ça peut être du contenu de la Presse Plus, sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc, ils s'informent, et c'est sûr que quand on regarde les sites, là, même la dernière étude du Digital Report en juin, partout à travers le monde, si on pense que les jeunes vont venir sur radiocanada.ca, lapresse.ca, etc., ils vont d'abord sur les moteurs de recherche, puis les réseaux sociaux. Les sites sont appelés, je sais pas s'ils vont disparaître, mais chose certaine, c'est pas là d'abord, tu vas pas sur un site maison, d'abord et avant tout, tu prends un moteur de recherche, et sur Facebook et les réseaux sociaux. Mais sur ces réseaux sociaux-là, il y a de l'information de grands médias traditionnels. Dans le fond, c'est le travail des médias traditionnels de s'organiser pour mettre leur information comme... Puis franchement, les médias, ils le font de plus en plus. Ils ont compris ça. S'ils veulent atteindre les jeunes, parce que c'est pas les jeunes qui écoutent les téléjournaux, là. Oui, ça, parce que parfois, on semble vouloir dire que les Facebook, notamment, sont un peu comme des méga entreprises de presse. Et on y retrouve un peu de tout. On y retrouve des articles, si vous les mettez, les reportages de Tamara et un peu de tout. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour aller chercher une multitude d'informations. Et est-ce que ça n'oblige pas le journaliste à changer un peu sa façon de voir, et les médias eux-mêmes, à changer leur façon de voir en termes de stratégie de diffusion, non?
Il y a le point de vue des entreprises de presse, leur stratégie de façon plus générale, puis le point de vue du journaliste. Moi, je peux parler comme journaliste. Il peut y avoir des gens qui sont tentés d'essayer de faire des textes pour faire réagir sur les médias sociaux. On le voit assez vite, le genre de texte qui va s'attirer beaucoup de commentaires et de feedback, puis le genre de texte un peu plus aride. Là, moi, ça m'arrive des fois d'écrire un texte le lendemain matin, puis je me demande vraiment si quelqu'un l'a lu à part ma mère. J'ai l'impression qu'il est tombé dans le beurre, alors que des fois, il suffit que tu le mettes sur Twitter et Facebook, puis qu'il y ait une bonne personne qui le commente. Un bon réseau elle-même. Exact, puis ça fait boule de neige. Du point de vue du journaliste, là, de façon très, très personnelle, moi, ça ne change pas vraiment mon travail, mais j'espère par contre que mes patrons, eux, ont une stratégie pour que mes textes soient vus par pas mal de monde. Oui, Tamara? Il a absolument raison. Ça ne change pas comment on s'assoit à la fin de la journée ou à la fin d'une conférence de presse et on pense notre reportage et on pense et on filtre l'information et on tamise ce qu'on veut laisser de côté ou ce qu'on veut dire. C'est dans la structure qu'il faut avoir, je pense, un peu plus d'ambition pour diffuser sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, comme journaliste, ça ne change pas le travail. Je vais vous donner un exemple très concret. En campagne électorale, on s'est dit, on était plusieurs sur les caravanes, on s'est dit, on va écrire à la fin de chaque journée un petit blog personnel, même pas un blog, une petite carte postale de la journée avec quelque chose qui est arrivé, juste pour sortir un peu de la politique, permettre de mettre une photo et de raconter quelque chose que les gens ne verront jamais, à moins d'être sur cette caravane-là. Les gens n'allaient pas le lire. On a arrêté après 2 semaines. Mais c'est pas vous rendre un peu vulnérable face aux partis politiques de donner un peu plus pour vos états d'âme, mais... Vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous racontez ce que vous vivez sur des caravanes, plus les partis politiques eux-mêmes observent et lisent qu'est-ce que vous racontez. Non, parce que ça se fait dans un grand respect, ça se fait avec les règles de l'éthique. Puis, je suis désolée, on a affaire à des humains, c'est des pères de famille, c'est des... Mais c'était sur le site, si je ne me trompe pas. C'était pas partagé sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas partagé, c'était peut-être mal encadré, mais... Nous aussi, on l'a déjà fait, puis on l'a abandonné. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion de cette expérience-là. Je l'ai regardée dans la mesure où dans le fond, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que tu mets sur Facebook? Tu ne mets pas la même chose sur Facebook que tu mets sur Twitter. Tu ne mets pas la même chose. Il y a des lois propres à chaque média et le truc des cartes postales, c'est un truc qui est un peu plus Facebook, c'est pas Twitter. Twitter, c'est breaking news. C'est l'art de le partager sur les bonnes tribunes, mais ça ne change en rien ma façon de voir, d'écrire. Et de traiter la nouvelle. Je pense mais est-ce qu'on ne se sent pas plus épié par les partis politiques eux-mêmes lorsqu'on est actif sur les réseaux ou on passe un commentaire sur le reportage d'un collègue? Ça ne dérange pas vraiment d'être écouté tant qu'on ne dit pas de bêtises. Je pense que j'espère que tous les journalistes ont compris en 2015 que tu ne peux pas étaler ta vie privée ni tes opinions. C'est plus très, très privé. Non, mais il y a toujours le malaise aussi. Bon, si je fais un rassemblement, j'envoie une photo et je cite, par exemple, Justin Trudeau, bien, son équipe va retweeter. Des tweets de journalistes. Ça, c'est un peu malaisant parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion du parti, mais on est quand même là pour rapporter des grandes déclarations. Alors, s'il en fait une, eux, ils en sont fiers. Moi, je la rapporte, mais je ne peux pas en 130 caractères faire des nuances, ajouter une analyse. Donc, il y a ce risque-là. Et c'est pourquoi j'aime mieux moins tweeter que trop tweeter. Ou toujours ajouter un hyperlien. Comme ça, l'hyperlien, si ça va vers le reportage ou vers le contexte comme tel, ça c'est l'essentiel, en fait. Ce qu'on veut faire connaître, c'est le reportage qui a été produit. Mais en période de campagne électorale ou de débat qui est très, très sensible, je pense que le niveau de prudence augmente toujours dans nos commentaires sur les médias sociaux. Luce, là-dessus? Non, je réfléchis sur... parce que lorsque tu veux donner de l'ambiance, tu veux donner... Parce que être sur les réseaux sociaux, c'est aussi donner du... On peut pas donner de contexte. C'est donner de la couleur. Donc, c'est vrai, puis c'est intéressant cet exemple-là, parce que tu dis, je vais donner, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, ou au contraire, une salle vide. Si c'est une salle vide, c'est de l'information que de prendre une photo, puis la salle est vide, c'est journalistiquement... drôlement intéressant. Ils ne retweeteront pas celle-là si la salle est vide, s'il n'y a pas de militants. En campagne électorale, j'utilisais les réseaux sociaux pour relayer mes textes.
puis parfois aussi pour donner des compléments d'information, le genre de choses que tu ne peux pas mettre dans un texte, parce que si, par exemple, le sujet du jour, ça va être le financement de la santé, bien, ça va être difficile pour moi d'aller plaquer l'information, par exemple, sur la salle à moitié vide, mais ça peut être super amusant pour ça, Twitter, puis utile, justement, tu prends une photo. Parfois aussi avoir une touche un peu plus personnalisée, un peu plus cocasse. Moi, quand j'assiste à la période de questions, il y a souvent beaucoup de niaiseries qui sont dites, puis je trouve ça intéressant de rapporter ça, puis c'est amusant, puis ça donne une certaine information sur un autre côté de la politique, mais plus on va là-dedans, plus on devient vulnérable à la récupération. Puis c'est pour ça que j'évitais d'avoir une troisième utilisation des réseaux sociaux qui était de beaucoup interagir avec les lecteurs. Je lisais ce qu'ils disaient, mais je voulais pas nourrir les trolls ou je voulais pas, en entrant en dialogue avec des gens qui étaient très, très militants, donner l'impression que j'étais d'accord ou que je m'intéressais plus à eux que les autres. Donc moi, c'est l'espèce de ligne que j'essayais de franchir le moins possible. C'est bien difficile à gérer. Oui. Parlant des questions, on a entendu à certains moments avec quelques chefs, pas juste un seul, des journalistes se faire conspuer parce qu'ils posaient des questions qui déplaisaient à l'auditoire autour du chef. Bon, M. Trudeau en a fait, peut-être a marqué un bon coup lorsqu'il a fait taire cette personne autour de lui, mais on a senti ça dans plusieurs partis politiques. Comment vous l'avez vécu? Moi, je l'ai vécu 3-4 fois en un mois. Le problème vient du fait, d'abord, qu'ils tiennent des conférences de presse avec ce que nous, on appelle leur décor. Leur décor humain. Leur décor humain. Alors, Stephen Harper, Thomas Mulcair, il faut comprendre, quand on est en campagne électorale, tout est réglé au quart de tour. Le chef arrive à un événement, il n'y a rien d'improvisé. Tout est là, le télésouffleur. Et le décor, ce sont des partisans qui sont là ou des tables rondes. En fait, la conférence de presse qui suit cet événement-là, partisan, se fait dans la même pièce. Et souvent, les gens ont encore la même position derrière, comme en appui à leur chef. Donc, c'est pas idéal pour tenir des conférences de presse. C'était pas comme ça il y a 3-4 campagnes électorales, c'est la norme. Maintenant, moi, comme journaliste, ça m'embête. Parce que le partisan ou les étudiants qui sont là et qui sont là pour soutenir leur chef assistent à une demi-heure de questions où il y a un sujet d'actualité qui nuit à leur chef et ils n'ont pas envie d'être là pour entendre ça. Oui, mais ils l'expriment. C'est vous, à ce moment-là, qui passez pour, je sais pas, le chien dans un jeu de quilles, là. Oui, mais ça sort comme ça à la télé, mais entre nous et même aux yeux du chef et de son entourage... on n'a pas de complexe. En tout cas, moi, ce qui me dérange, c'est peut-être ce que ça projette comme image, mais il y a un respect mutuel chez certains partis, que c'est notre période de questions. Et on était tous contents que Justin Trudeau rabroue ses partisans à voix haute en leur disant que c'est leur travail de poser des questions difficiles. On lui posait des questions sur Dan Gagné, son coprésident de campagne, à quelques jours du vote, alors qu'il se dirigeait vers un gouvernement, on se dirigeait vers un gouvernement libéral. C'était essentiel. Tout à fait, oui. C'était pas une distraction, c'était une question super importante. C'était une question de lobbying, de conflit d'intérêts, de comment ils allaient se comporter avec le nouvel oléoduc, parce qu'on ne connaissait pas vraiment leur position. Mais les gens qui, surtout quand on est sur le terrain et on couvre une campagne électorale, on les connaît, les gens qui sont dans l'équipe de communication. Donc, c'est des choses qui peuvent se régler, mais toute évidence, il y a des partis qui s'en contrefichent parce qu'ils ont leur impératif partisan. Et puis, entre essayer de mobiliser leur base puis faire plaisir aux journalistes, mais le choix est assez facile. Mais c'est là où le rôle des journalistes est perçu comme vous êtes des ennemis du message à passer. On n'est pas des amis du message à passer. En tout cas, c'est ça qu'ils devraient comprendre, c'est ça. Puis les questions avec M. Harper qui avaient valu des huées, ou en tout cas, à tout le moins, un peu de chahutage. C'est des questions aussi qui étaient très, très pertinentes. C'est sur des sujets de mémoire comme le M. Duffy, le Sénat, et puis aussi la récession ou pas. C'était pas des distractions bêtes. Là. Et des fois, on peut les comprendre. On était à Toronto avec Thomas Mulcair. C'était probablement une des seules annonces sur la culture. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu. Donc, quand c'est leur tour d'avoir la scène, d'avoir le spotlight, comme on dit, ils le veulent. C'est le jour où l'accord du libre-échange avec le TPP est sorti. Transpacifique. M. Mulcair, délibérément, en avait fait un enjeu primordial pour sa campagne. Toutes les questions
devant le chanteur et sa guitare, c'était sur l'accord de libre-échange. Est-ce qu'il avait envie qu'on parle de ça, le chanteur? Non. On s'est fait rabrouer et j'ai été, moi, personnellement, été voir des chanteurs après qui étaient là. Je dis, je vous dis pas quoi écrire. Je vous dis pas quoi chanter. Moi, je suis ici pour poser ces questions-là. Donc, pour comprendre d'où ça vient, les circonstances dans lesquelles ça se produit, mais ça demeure inacceptable. Puis un détail sur notre travail, ce que les militants ne comprennent pas parfois, c'est qu'on est capable de couvrir 2 sujets en une journée. Puis des fois, le sujet du jour, c'est très factuel, puis on n'a pas beaucoup de questions à poser là-dessus parce que c'est pas super litigieux. Puis je crois que c'était le cas pour les plateformes en matière de culture où il n'y avait pas de questions très, très difficiles qui devaient être posées. Si c'est des questions de nature technique, on ne va pas perdre une question au micro devant le chef pour avoir une précision sur des chiffres. Ça, on va le faire après. Surtout mais si on sait que c'est écrit dans le communiqué. Nous, on a toujours un communiqué avec tous les détails de l'annonce. Ce qu'on appelle des backgrounders, tout est là, au chiffre près. Ouais. Puis si on a un collègue qui gaspille une question pour un détail comme ça, bien, ça ne va pas bien passer au sein de la meute. Là. Alors, parlant de questions, on en a posé une autre à certaines personnes, justement. Est-ce que le rôle des journalistes est dépassé à l'heure actuelle en cette ère numérique? Alors, on va les écouter. Je suis pas sûre. Il va falloir que les journalistes se repositionnent par rapport aux réseaux sociaux parce que c'est tout un... Des nouvelles partent, là, il y a une personne qui dit quelque chose, puis ça fait boule de neige facilement. Là. On ne sait pas d'où vient l'information, puis ça devient presque la vérité. Il y a comme un danger, là, mais je pense que les réseaux sociaux sont très puissants. Quand n'importe qui dit son opinion, des fois, il y a beaucoup de désinformation. Fait que je pense que c'est encore plus pertinent d'avoir les journalistes pour ramener un peu les faits. Parce que les autres, ils ont quelque chose à perdre, tu sais. S'ils donnent une mauvaise information, ils ont une réputation, ils ont tout ça. Tandis que moi, je peux me mettre à crier n'importe quoi, puis c'est pas grave parce que je vais pas plus écouter que quelqu'un d'autre. Tamara, votre réaction, je vous ai vu sourire. Bien, on est bombardés. Et je l'ai dit dès le départ, c'est difficile de confirmer d'où vient l'information. Il y a des gens qui se déclarent journalistes, il y a des gens qui font de l'opinion, il y a des gens qui font du travail sérieux, il y a des gens qui s'amusent. Donc, je peux les comprendre, mais cette dame qui disait qu'il va falloir que les journalistes se recentrent, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce qu'elle veut dire. Se recentrer autour de quoi? Notre métier, c'est un métier qui ne change pas, mais qui s'adapte aux différentes plateformes. Et Luce, il a travaillé là-dessus pendant des années. On ne peut pas... Le défi, c'est on ne peut pas réinventer notre métier, mais il faut améliorer la façon de diffuser. Luce, oui. Bien, moi, c'est sûr qu'à la question, est-ce que les journalistes... moi, je pense que je ne suis pas inquiète là-dessus. C'est drôle, hein? J'entends chaque congrès de la FPJQ. Est-ce que la profession va disparaître? Non, elle ne disparaîtra pas parce que ça prend des repères, ça prend des marques prestigieuses, ça prend des journalistes qui traitent l'information. Et le public, malgré qu'on n'a pas une cote d'amour très élevée, le public, malgré tout, a quand même confiance dans la profession journalistique. Je ne parle pas d'opinion, je ne parle pas de commentaires, puis juste là-dessus, on pourrait faire effectivement qu'est-ce qu'un journaliste versus les columnistes, etc. Parfois, le public est mêlé entre le journaliste qui rapporte des faits, celui dont le métier est d'être éditorialiste comme vous. Mais je me fais reprocher des fois de manquer d'objectivité. Alors que votre rôle, c'est ça. Alors, une fois qu'on dit ça, moi, j'estime honnêtement que les médias, depuis quelques années, font un travail vraiment, mettent des efforts pour faire des vérifications des faits, épreuves des faits. Pas juste Radio-Canada, beaucoup de médias, de la presse écrite aussi, ont décidé de faire ça pour justement ne pas être tout le temps à la remorque du discours des chefs, des caravanes. Moi, je trouve qu'on, somme toute, autant il faut couvrir, je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut une présence journalistique, c'est sûr, mais on s'est quand même éloigné de la course de chevaux comme on faisait il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. Je trouve que les médias offrent plus d'informations complémentaires, que ce soit sur le terrain, un peu partout, puis l'épreuve des faits. Et ça, c'est pas un blogueur qui n'est pas journaliste qui peut tout à coup faire une épreuve des faits sur est-ce que ce que Molker a dit, c'est vrai ou pas. Et pour bien faire notre travail, je pense qu'on a besoin d'espace, soit des minutes à la télé ou de l'espace en termes de nombre de mots dans un quotidien. On a besoin de temps aussi pour fouiller les infos. Puis on a besoin d'une certaine maîtrise des dossiers.
Il y a des généralistes dans chaque média, mais on a aussi besoin de spécialistes parce que ce qui n'est pas super intéressant, je trouve, dans une campagne électorale, c'est de seulement savoir quel tel chef a dit telle chose, mais on veut aller au-delà de ça et pour avoir une véritable information, il faut qu'il y ait toujours une quantité minimale d'analyse pour remettre les faits dans leur contexte puis permettre au lecteur de départager les infos puis de se faire une tête sans répondre à la question pour lui, vraiment lui permettre de savoir c'est quoi la question qui est posée. Et je pense que ces trois conditions-là, dans chacun des médias, on a des gens qui y répondent, mais le problème, c'est que de façon générale, la quantité d'infos, elle augmente partout. Fait que la quantité de bonnes infos augmente, la quantité de mauvaises infos augmente. Et le grand point d'interrogation que j'ai, c'est est-ce que les gens sont laissés à eux-mêmes pour aller chercher les bonnes infos? Est-ce qu'ils sont un peu perdus dans cette mer d'infos-là? Puis là, on en revient aux stratégies d'entreprise pour aller chercher les lecteurs, puis aussi à la capacité des gens d'aller trouver ces bonnes infos-là. Mais ce qui augmente aussi, c'est le nombre de commentaires et d'opinions également. Et ça, on en voit de plus en plus. On a parfois l'impression qu'on accorde plus d'importance. Oui, Luce mentionnait tantôt que la course de chevaux, le horse race, était peut-être moins là aujourd'hui, mais en même temps, il y a beaucoup de commentaires sur l'évolution de la campagne et sur la performance des chefs. C'est vrai. Ça, je suis en conflit d'intérêts, fait que je vais faire un commentaire très, très rapide. Mais peut-être qu'il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que c'est de l'information qui se produit très, très rapidement, ce genre d'analyse-là. Et la deuxième, c'est qu'avec le cycle de nouvelles qui est très, très rapide, on a l'impression que l'information à 5 heures, elle est déjà connue, elle a déjà été dite, et on essaie vraiment de se démarquer de ce qui a été fait ailleurs. Et comment on se démarque? Avec des signatures personnalisées et avec du commentaire. Et c'est pour ça que moi, je crois que c'est encore pertinent d'être sur les caravanes, même si ça coûte cher, et d'être là pour voir, pour être capable, quand quelque chose sort à 20 minutes du bulletin de nouvelles, d'avoir la capacité de comprendre d'abord l'importance, parce que ça fait 5 ou 6 semaines qu'on est dedans. Comprendre que c'est nouveau ou que le chef vient de se tromper ou de se contredire. C'est des antennes qu'on a, ça vient avec l'expérience. La différence entre moi aujourd'hui et la première campagne électorale sur laquelle j'ai travaillé il y a 10 ans, on en apprend. Et c'est important d'être là pour ça, pour produire à la fin de la journée quelque chose de pertinent, quelque chose de vérifié et qui est fidèle à l'information, parce qu'il y a trop d'informations qui circulent. Mais Luce, vous parliez tantôt de validation des faits, qui est de plus en plus une chose qu'on retrouve dans plusieurs médias. Est-ce qu'il n'y a pas là une avenue plus certaine qu'il faudrait peut-être développer davantage dans les médias? Bien, moi, je pense que c'est une avenue pour le numérique qui est très, très prometteuse. D'ailleurs, Le Monde fait les décodeurs un peu partout parce que tu as plus de temps. À la télé, on le fait, mais sur le numérique, avec les cartes interactives, les infographies. Quand je parlais de profondeur tout à l'heure, c'est de ça aussi dont je parlais. C'est-à-dire que maintenant, je pense que plusieurs médias se sont mieux appropriés les outils du numérique, connaissent mieux les différents logiciels pour produire du contenu interactif qui te donne, dans certains cas, c'est la vérif de fait, dans d'autres cas, c'est du contexte. Tu te perds. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Moi, l'interrogation que j'ai, parfois, puis c'est inévitable, je ne sais pas comment on va faire, c'est un quotidien. De toute façon, déjà, la presse, très souvent, la une, c'est un feature, c'est un dossier que vous avez parce que la nouvelle, la veille, est rendue en page 15. C'est normal, ça fait longtemps. Mais comment les gens... Parce que nous, on s'est toujours donné comme mission, les médias, de hiérarchiser la nouvelle. Hein? Voici, selon nous, service public ou la presse, la nouvelle la plus importante. La une, là. La une de notre journal aujourd'hui. Et c'est vrai que ça tend à disparaître parce que si tu vas plus sur les sites, si tu t'informes effectivement à peu près qu'exclusivement, dans le cas des jeunes, sur les réseaux sociaux... Il n'y a pas de hiérarchie. Là, il n'y en a plus de hiérarchie, par contre. Exact. Et ça, c'est préoccupant quand même. Ça, tu te dis, comment ils vont déceler, finalement, quand même, à regarder aujourd'hui, là... grosse nouvelle, c'est celle-là au-delà du partage. Oui, la hiérarchie, tout le monde se la fabrique en fonction de ses intérêts, c'est selon son réseau. Moi, une grande question que j'ai, à laquelle j'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'avec les réseaux sociaux, on va assister à une polarisation
Ou est-ce qu'au contraire, avec la diversité des informations, ça va permettre des différentes sources d'opinion, d'informations, etc., est-ce que ça va permettre de confronter les idées? J'imagine que cette question-là, on peut y trouver une réponse empirique, mais à vue de nez, là, comme journaliste et comme lecteur, j'ai la difficulté à savoir c'est quoi. Mais qu'est-ce que les réseaux sociaux permettent à ce moment-là de faire davantage pour les journalistes que les médias classiques ne permettaient pas? Dans les stratégies d'un journaliste qui veut faire connaître son information? Bien, fut une époque où les gens se battaient pour ce que vous avez appelé la course de chevaux, mais bon, qui sort la nouvelle en premier. Faut pas attendre de produire, c'est au bout des doigts. Ça, c'est pour ceux qui aiment avoir la nouvelle en premier, pour qui c'est une priorité. Ce que ça change, mais tout est là. Tout est là. Si on sait s'en servir, tout est là. Vérifier une déclaration, vérifier une promesse électorale, vérifier l'âge de quelqu'un. Il y a un manifestant qui vient de se lancer sur un chef, qui l'est. Tout circule, tout est là. Mais à une vitesse absolument vertigineuse. Étourdissante. Ouais. D'où l'importance d'être prudent. Ça accélère le cycle de nouvelles, c'est ça qui augmente le risque dans notre couverture, si le cycle de nouvelles accélère. Je vais donner un exemple. Non, mais j'allais dire en même temps, rappelez-vous, là, quand les chaînes d'information continue sont arrivées, si on avait des journalistes ici qui produisaient un reportage, tout était orienté vers la production de ton topo de fin de journée, ton reportage de fin de journée. Quand RDI est arrivé, quand CNN est arrivé, quand toutes les chaînes d'infos continuent, il fallait entendre les journalistes dans les salles de nouvelles dire « Wow, on va faire que de la saucisse, il n'y aura plus de cueillettes, on réfléchira plus. » La crainte, alors c'est vrai que il y a une vraie accélération, je ne suis pas en train de le nier. Donc, même les réseaux d'information continue se font déborder par Internet et les réseaux sociaux. Pour moi, puis d'ailleurs, tu couvrais le marathon de Boston. Tu étais là. Pour moi, ça a été ça, lorsqu'il y a eu l'attentat au marathon de Boston. C'est là où Twitter a devancé les chaînes d'infos en continu. Puis là, il y a eu des erreurs de fait par CNN, il y a eu plein d'erreurs, parce qu'ils ont essayé justement on s'entend là-dessus. Moi, ma première expérience, ça remonte à une fusillade à Virginia Tech, où Luce m'a envoyé d'ailleurs, où en arrivant là, moi je pense que j'étais sur Facebook depuis 3 mois, pour identifier qui avait survécu ou qui était où, les étudiants avaient créé un groupe « I Survived Virginia Tech » et c'est là qu'ils pouvaient communiquer entre eux. Puis ça, c'est il y a 9 ans. Peut-être, oui. 9 ans. Ouais. Ça a été la première fois où je me suis dit, mon Dieu, mais tout le monde est là-dessus. Les jeunes, surtout. C'est devenu, à partir de là, partout où je vais en couverture, je m'abonne à la police du coin, aux gens importants dans la communauté pour suivre. Twitter, ils ont annoncé à Boston, quand ils ont arrêté les 2 frères, la police l'a annoncé sur Twitter. Oui. Alors, donc, c'est une source d'information. Pas de conférence de presse. C'est ça. C'était l'histoire dans le monde ce jour-là, et la nouvelle est tombée sur Twitter. Il y a une chose dont on a parlé aussi beaucoup durant cette campagne-là, c'est le rôle des sondages. On a eu l'impression que, d'abord, il y en a eu plus que jamais. Moi, comme consommateur de sondages et d'informations sur la campagne électorale, j'ai comme l'impression qu'il pouvait en avoir jusqu'à 2 par jour à certains moments donnés. Et toujours avec les mêmes questions sur l'approche scientifique de ces sondages-là, bien entendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, les sondages sont venus influencer davantage cette campagne-là que d'autres parce que, justement, ils étaient trop nombreux? Ça, c'est la question à laquelle je déteste répondre. Mais vous êtes là pour ça. Peut-être. Moi, j'étais sur le terrain. Moi, j'ai vu, dans les 2 dernières semaines, un chef libéral qui réussissait à faire sortir des gens sur des kilomètres qui attendaient pour le voir. J'ai vu un véritable engouement sur le terrain qui me permettait de penser que les sondages se trompaient peut-être. Parce que on disait, bon, libéral minoritaire, tout au plus. Moi, ce que je voyais là, dans des coins comme Calgary, les discussions que j'avais avec des conservateurs qui venaient à des rallyes libérales pour la première fois de leur...
les gens ont voté... Moi, je pense que les gens ont fait mentir les sondages. Les Canadiens ont fait mentir les sondages. Bien, Paul, oui, je pense que les sondages ne créent pas de tendance. Ouais. Ils la relèvent et parfois, ce qu'ils peuvent faire, c'est l'accélérer quand il y a un mouvement des intentions de vote d'un parti à l'autre et que les gens peuvent voter pour des raisons stratégiques. Ils ne votent pas tant pour un parti que contre un autre parti. Si le sondage identifie une tendance qui existe déjà, bien, il peut l'accélérer parce qu'il peut créer un mouvement. Mais je trouve que de façon générale, peut-être qu'on exagère un peu le rôle des sondages. Moi aussi, comme consommateur de sondages, j'ai fait une indigestion. J'étais écœuré. Je ne veux pas en voir 2 par jour. C'est beaucoup trop. Mais ça, évidemment, on sait pourquoi il y a tant de sondages. C'est l'analyse qu'on en fait aussi. Il y a 2 points entre le nana, c'est le ci et le ça. Il va falloir un jour qu'on découvre c'est quoi la marge d'erreur. Si la marge d'erreur, elle existe, une variation de 1 ou 2 ça veut rien dire. On a eu l'impression quand même que le jour où les sondages ont placé les libéraux gagnants, et c'était plus le NPD, alors qu'en début de course, c'était le NPD, le fameux vote stratégique, n'importe qui sauf Harper, fait en sorte que la conséquence, c'est que les électeurs se sont davantage rabattus sur le Parti libéral que sur Mulcair. Donc, ce à quoi vous avez assisté, ça a peut-être été favorisé aussi par cette tendance que les sondages ont indiquée. Ça a peut-être été augmenté, mais ça n'a pas été créé. Puis c'est pas la première fois que ça se passait. La précédente campagne fédérale, souvenez-vous, avec la vague orange. Moi, j'étais dans l'avion du NPD à ce moment-là. Et puis, mon journal avait publié en manchette un sondage dans lequel on disait qu'il y a une vague orange qui s'en venait. Puis je me souviens, nous, dans l'avion, on était sceptiques. Puis on l'avait montré au responsable des communications de Jack Layton en riant, en disant, tu sais, regarde, et elle va juste être sur le papier de la victoire, vous ne l'aurez pas. On blaguait, là, parce qu'on pensait que c'était un sondage erratique. Puis le sondage avait vu des choses que nous, étant sur le terrain, on n'avait pas vu venir. Puis ça se passe souvent dans les campagnes électorales. Il y a des sondages qui sont mal faits, mais il y en a d'autres qui sont assez bien faits. Surtout, évidemment, vers la deuxième moitié ou vers le dernier droit de la campagne, ils ne sont pas si loin du compte. Oui, Luce? Moi, je dirais que je suis assez d'accord que... Moi, je pense que les gens sont plus intelligents que ce qu'on pense, puis ils ne se laissent pas influencer tant que ça par les sondages, puis il y a une vague, Moi, ce qui m'agace plus au plan journalistique, puis Tamara va me reconnaître, c'est plus le volet dans les... Surtout, et puis on l'a vécu souvent, là, dans les 10 derniers jours, les reporters, notamment dans les caravanes, parce que de l'analyse, pour les analystes, c'est normal, ils sont là pour ça, et pour analyser les sondages, voir la tendance, voir des vagues survenir. Mais le défi pour les reporters qui sont sur les caravanes, c'est de ne pas tout voir, tout analyser la stratégie à travers le prisme du dernier sondage. Et moi, je me rappelle, c'était beaucoup les discussions journalistiques qu'on avait en disant... Là, c'est beau les débuts de topo, puis la chute du reportage, où bon, bien là, tout va bien, c'est l'ambiance. J'exagère, je caricature. Mais c'est difficile, puis je sais à quel point c'est difficile pour vous, les reporters, parce que vous êtes dans une bulle. Mais journalistiquement, moi, cette année, l'ensemble des médias, ça m'a agacé un peu. J'ai eu l'impression que, wow... Est-ce que ça vient contaminer votre travail? Non, et c'est la raison pour laquelle on change de caravane. Exact. Ouais. Pas parce qu'on va souffrir du syndrome de Stockholm, on va s'attacher au chef, mais c'est parce que c'est une réalité. Il y a l'inverse aussi, des fois, on est écœuré. Oui, c'est ça. Non, mais parce qu'après 5 jours, on connaît le discours par cœur, parce que c'est le même tous les jours. Ce que je voulais dire, c'est que les gens sont plus intelligents que ça. Les gens ne votent pas nécessairement en vertu des sondages. Il y avait dans cette élection-là des programmes complètement différents. Des choix, mais je ne sais pas si je suis la seule à penser ça, mais... Il y avait des différences claires, autant de programmes que de personnalités, des chefs et de style de leadership. Et que de vision. On avait un NPD qui s'est recentré pour plaire à un certain électorat. On avait un chef libéral qui s'est remis vers la gauche pour aller chercher d'autres qu'il avait perdus. Bon. Et un chef conservateur qui est allé chez Éric Salvaire. Un chef conservateur qui est allé, ça, c'est une autre histoire des médias. Bon. Il y avait un choix, puis... Il faut donner du crédit à l'intelligence des gens qui font des choix basés sur leurs convictions, puis pas juste par vote stratégique. Non, je suis d'accord avec ça. Et pour ce qui est de ce que Luce disait, qui l'agaçait un peu, le plus difficile comme journaliste, c'est de couvrir le gagnant. Pourquoi?
Parce que les questions sont moins évidentes. Parce que Justin Trudeau a eu, qu'on l'aime pas, et il n'y a rien de partisan là-dedans, c'est en toute objectivité, il avait une campagne sans faille, jusqu'à ce que l'affaire gagne positive. Il a décidé de jamais tomber dans les attaques personnelles. Peu importe ce qu'on pense de ce qu'il a présenté aux Canadiens et son style de campagne, les gens de qui il s'est entouré ont mené une campagne qui probablement, dans l'histoire, va passer comme une des bonnes campagnes électorales à faire. Ils sont partis de 3e, ils sont arrivés premiers. Ça ne s'est jamais vu au Canada. Donc, c'est difficile de challenger, de mettre au défi, de trouver des questions pertinentes pour un gagnant qui a décidé que ça va tellement bien, ses affaires, qu'il ne prendra plus de chance de répondre à des questions. Et on a essayé. Paul, là-dessus, oui. Oui, dès qu'un parti commence à prendre de l'avance, tout à coup, il ne répond pas à nos appels ou il répond moins vite. Là. À chaque campagne électorale, là, quand je sens qu'un parti... La meilleure façon de voir qu'un parti est sur le point de gagner, c'est parce qu'il ne me rappelle pas. Ça se voit souvent parce qu'ils n'ont rien à gagner. Alors qu'avant, ils courent après vous pour faire l'information. Ouais. S'il reste 10 jours de campagne, ça va bien. Les sondages leur disent si. Sur le terrain, ils voient un engouement qu'on n'a pas vu depuis des années au Canada. C'est difficile de couvrir un chef qui gagne. Oui, mais moi, j'allais dire, tu sais, je me rappelle de la campagne de Paul Martin puis Duceppe. J'ai 2 exemples en tête. Duceppe avec son bonnet, puis Paul Martin, quand ça s'est mis à mal aller. Parfois, quand je dis la meute, l'aspect journalistique, ou quand je dis que tu analyses tout à travers le prisme, soit des sondages ou d'une gaffe d'un politicien qui est... Je parle même pas de contenu dans certains cas. Là. Si on parle du bonnet de Duceppe ou Martin, à un moment donné, les salles étaient vides, ça allait... Bien, parfois, le défi du journaliste, c'est de ne pas tomber à chaque topo, de ramener que, bon, ben là, il ne file pas, etc., etc. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est... Et surtout en fin de campagne, c'est ça qui est difficile. Là, pour Parce qu'on a l'impression d'avoir, en fin de campagne, on a l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Puis, une autre chose qui doit être rappelée par rapport aux critiques, on travaille un peu trop en meute, puis que les reportages se ressemblent trop. Il faut comprendre que quand on est dans une caravane, on travaille un peu malgré nous en équipe, c'est-à-dire qu'on a accès aux mêmes matériaux. Vous vous influencez peut-être? C'est même pas ça, c'est qu'on a accès aux mêmes points de presse. Et on peut peut-être poser, je ne sais pas, 3, 5, 8 questions au même moment ensemble. Donc, si des fois, il n'y a pas de réponse à la première question, donc il faut poser une sous-question et une sous-question et une sous-question, et il n'y aura pas 5 ou 6 sujets qui vont ressortir de cet entretien-là. Et si le chef a seulement parlé d'une chose et nous, on veut parler d'autre chose, bien, ça devient difficile. Ce travail-là, pour aller sur un autre sujet, peut être fait par un collègue au bureau. Mais quand tu es dans la caravane, tu parles de ce qui se passe dans la caravane et tu n'as pas un entier contrôle sur les sujets du jour. Mais comment, Luce, Julien, contrer cet effet de meute dont vous parliez, où les journalistes ont l'air de se déplacer tous on n'a pas l'air, on se déplace ensemble. Voilà. On est je pense que c'est une moutons. question de soutien du bureau de l'équipe éditoriale du média, de parler aux reporters, de rapidement réagir si on voit qu'effectivement, que ce soit le prisme, peu importe le prisme de la défaite. Je me rappelle avoir parlé à des reporters en disant, mais regarde, c'est parce que Paul Martin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais est-ce que c'est toujours? Puis pense-y, là, chute de topo, fin de topo. Je me rappelle avoir appelé des reporters, ça m'arrivait jamais. Non, mais les gens ne s'imaginent pas, mais moi, ma chef de bureau à Ottawa, mais je ne suis plus à Ottawa, mais la chef de bureau, c'est Emmanuel. Combien de fois je peux l'appeler, lui dire... Emmanuel Latraverse, pour lui dire, écoute, mon impression, c'est ça. Je ne sais pas si, vu de où est-ce que vous êtes, je fais la même chose avec l'affectateur, Yves Malo, c'est un travail d'équipe. Exact. On travaille, si on est dans les caravanes, on voit les mêmes choses, on mange les mêmes choses. Du Saint-Hubert, souvent. De la cochonnerie. On partage la même caméra. C'est pas de là que va venir l'originalité. C'est un complément, mais il est essentiel. Je vais vous demander à tous les trois s'il y avait des choses à améliorer dans les couvertures de campagne électorale. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer? Paul Journet, pour commencer. Vous qui avez vécu à la fois comme observateur, comme éditorialiste, mais aussi qui avez vécu à l'intérieur des campagnes sur le terrain. À améliorer peut-être du point de vue de la personne qui écrit le texte, avoir un tout petit peu plus d'oxygène pour bien le produire, avoir plus de temps, bref, et avoir plus de possibilités de faire des appels. Essentiellement, c'est ça. Ouais. Et la relation avec les réseaux sociaux?
Moi, je trouve que ça peut, au risque d'exagérer, créer une espèce de déficit de l'attention quand tu es en train de couvrir un point de presse. T'sais, moi, des fois, je voyais ça et moi-même, je le faisais. Tu es dans un point de presse, tu as ton cellulaire dans les mains, puis tu es en train de tweeter ce que le chef a dit. Un, est-ce que c'est vraiment important comme information? Puis deux, comment peux-tu avoir le recul puis analyser à tête froide ce qu'il dit quand tu es en train de faire 4 choses en même temps? Donc, peut-être un peu plus de modération serait meilleur goût avec les réseaux sociaux pour se rappeler que la vie journalistique est ailleurs, là aussi. Là. Là, Julien, si vous aviez attiré un certain nombre de conclusions. C'est une bonne question. Moi, je pense que les médias n'ont pas le choix que de continuer à atteindre tous les publics. Donc, de trouver une façon originale, puis avec la profondeur du contenu et à les mettre sur tous les réseaux. Je veux dire, évidemment, leur propre site, mais la télé aussi, mais inévitablement, il faut être original, inventif, mais il faut continuer. Je pense à YouTube, j'ai oublié tout à l'heure, avec le consortium, le fait que la Presse Plus a fait partie cette année du consortium. On a élargi. La chaîne YouTube diffusait le débat. C'est juste une bonne nouvelle. Les jeunes sont toujours sur YouTube. Donc, de ce point de vue-là, et de ne pas lâcher la profondeur pour, effectivement, l'instantanéité. Ça, je suis d'accord, par contre. C'est ce qu'on essaye de faire. On a produit des reportages intéressants sur des grandes questions. Le Canada, en 2015, où est-ce qu'on est rendu en termes de lutte contre la pauvreté, en termes d'environnement, en termes... Mais qu'est-ce qui décroche la une, jour après jour? Le niqab. Malgré ça, continuer de faire ces efforts-là de profondeur. Il se dit des mensonges en campagne électorale, il se dit des choses vraies. C'est à nous, quand les Canadiens sont bombardés d'informations comme ça, de faire la part des choses et de leur expliquer. Il y a des mensonges. Il y a de la fausse information qui circule. C'est un peu ce que les gens disent aussi, non? Il y a des façons de faire la politique qui viennent avec des mensonges, puis je pense que ça changera jamais, mais je devrais même pas appeler ça des mensonges. Les faits sont pas toujours les bons. Les stratégies, mais des fois... C'est à nous de déjouer les stratégies. C'est de tromper les gens avec des chiffres, avec des informations, et nous, de continuer à se donner cette profondeur-là, parce qu'elle est importante. Et moi, j'ai le profond sentiment que les gens écoutent. Et pour les gens, malgré les sondages, malgré les événements un peu superflus, les gens s'intéressent à ce que leur gouvernement va leur offrir. Alors, écoutez, à tous les trois, merci beaucoup d'avoir partagé vos observations avec nous. Et quant à vous qui nous écoutez au Canal Savoir ou sur la chaîne YouTube du département de communication de l'Université de Montréal, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.